je suis M. Alongo, président du mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide congolais, en sigle MIRGEC. Alors MIRGEC, organisation à la personnalité juridique. Et en vertu des dispositions de l'article 8 de nos statuts, comme je suis le président, je peux ester en justice en défendant comme en demandant. En demandant. C'est-à-dire que je peux demander donc, une action en justice, comme si nous sommes cités en justice, je peux défendre l'organisation dénommée MIRGEC. MIRGEC. Oui. Alors, j'ai une question à vous poser, une question qui a une certaine pertinence. Aujourd'hui, vous voulez traîner, ester en justice M. Joseph Kabila avec sa bande Hippolyte Kanabé, et comment vous allez procéder? Oui, merci beaucoup, M. Roger Bongos. Vous savez, Joseph Kabila et son système, parce que les gens doivent bien comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'Hippolyte Kanabé, alias Joseph Kabila, qui doit être traîné devant la barre. Mais nous devons préciser qu'il s'agit d'Hippolyte Kanabé, alias Joseph Kabila, et consorts. Et dans les consorts, nous avons aussi Kunda Batouari. Alors dans les consorts, nous avons le ministre de la Défense. Alors dans les consorts, nous avons le ministre de la Justice. Dans le consort, nous avons ces gens qui ont obéi aux ordres de manière aveugle et des ordres mal donnés. Par exemple, le gouverneur de la province de l'Équateur, Jean-Claude Baïndé, qui avait procédé, qui avait facilité l'assassinat, le meurtre des gens, des citoyens congolais à l'entrée des Enyélé. Très bien. Et même alors, vous savez, quand on appréhende un Enyélé qui s'est retrouvé en guerre contre le pouvoir en place, on ne peut pas procéder à des exécutions sommaires et rapides. Ces gens, puisque nous disons que nous sommes dans un pays démocratique, ils doivent être déférés devant des juridictions compétentes et dans le cas d'espèce, devant la cour martiale ou l'auditorat militaire. Et que, par ailleurs, ces gens doivent être jugés conformément à la procédure appropriée. On ne doit quand même pas, sans jugement, exécuter les gens. Non, ça c'est pas sérieux. Bon. Alors j'ai une question avant de continuer cette plaidoirie. Je ne sais pas si c'est une plaidoirie, mais une démonstration en matière juridique. Alors je choisirais bien l'option démonstration juridique. Alors dans la démonstration juridique, j'ai une question à poser qui a une certaine pertinence. Voilà la question. Il y a des Iwera, il y a des Fali, il y a des Papa Wemba, il y a des Badivé qui chantent la gloire de Joseph Kabila. Comment peut-on annexer ces gens-là dans la complicité dans un dossier judiciaire, voilà, pour qu'ils puissent répondre de leurs faits? Tout à fait. Alors expliquez-nous un peu. Voilà. Nous devons comprendre que le génocide, parce que je suis président du mouvement indépendant pour la reconnaissance du génocide congolais, nous, dans notre organisation, nous combattons le génocide et nous revendiquons, nous nous battons pour qu'il y ait la reconnaissance du génocide congolais. Puisqu'il y a génocide au Congo, puisqu'il y a génocide des Congolais, il y a plus de 8 millions de Congolais qui sont morts et qui sont victimes directes de la guerre ou indirectement victimes de la guerre. Par ailleurs, quand nous devons nous fonder sur les dispositions de l'article 2 de la Convention de Paris du 9 décembre 1948, la Convention pour la répression et la prévention du crime de génocide, l'article 2 de la Convention définit le génocide comme étant, on entend par génocide l'un des quelconques actes perpétrés avec l'intention de détruire en tout, je précise, en tout ou en partie, un groupe national, exemple, les Congolais, tous les Congolais, on doit les exterminer, ou une partie des Congolais, un groupe ethnique, par exemple au Kasaï, quand Kyungu Wakumwanza avait déclenché l'exploitation ethnique des Kassaïens qui sont allés travailler là-bas, ça, par exemple, un groupe ethnique, un groupe racial. Supposons que nous soyons ici en Europe et que l'on décide d'exterminer tous les Noirs ou une partie des Noirs, parce qu'il ne s'agit pas de l'extermination totale des gens. Partielle. Même partielle. Et enfin, nous avons un groupe religieux. Exemple, nous sommes ici en Europe et l'on décide de décimer
tous les musulmans parce qu'ils sont soupçonnés de terrorisme. Alors en ce moment-là, quand on agit, ces actes qui sont posés avec l'intention de détruire ce groupe national, ethnique, racial ou religieux, ces actes-là sont quels actes? Ah, le meurtre des membres d'un groupe. Quand on procède au meurtre de membres d'un groupe, c'est l'un des actes quelconques. L'un quelconque des actes. Il y a par exemple, ça c'est A, le meurtre des membres d'un groupe. C'est-à-dire le groupe d'opposants congolais, si on procède au meurtre du membre de ce groupe-là appelé les opposants congolais, c'est un génocide. B, il y a l'atteinte à l'intégrité physique, quand on est tenté d'attenter à l'intégrité physique ou morale des membres d'un groupe. Ça fait partie du génocide. Et tertio, C, et cela concerne le plus le gouvernement congolais. Même si les deux précédents points concernent aussi la République démocratique du Congo et les gouvernants congolais. Parce que ce que les gens doivent savoir, c'est quoi? C'est que en droit constitutionnel ou en droit administratif, quand on parle de l'ordre public est composé de 3 éléments. Nous avons la sécurité publique, nous avons la tranquillité et nous avons la salubrité. Mais qu'est-ce que la sécurité publique? C'est l'absence de guerre, l'absence de tueries comme à l'est du pays, l'absence d'assassinats dans le pays où le gouvernement qui a le monopole de la justice ne fait rien, le monopole de la force armée, le gouvernement ne fait rien pour appréhender ces criminels, ces bandits, ces assassins, et que l'insécurité continue à régner dans le pays. C'est une tâche qui est dévolue au gouvernement. De Floribert Chebeya, même si le gouvernement n'est pas intervenu directement, mais c'est au gouvernement que revient la tâche d'assurer l'ordre public. Et je n'avais pas terminé. Dans l'ordre public, nous avons la sécurité, nous avons la tranquillité. La tranquillité, c'est quoi ici en Europe? Par exemple, la nuit, vous organisez une fête jusqu'à 2 h du matin, vous faites des boucans, vous faites de bruit. Souvent, qu'est-ce qui se passe ici en Europe? On appelle la police. La police intervient pour comment pourrais-je dire, remettre de l'ordre, parce que l'ordre public est troublé. En ce moment-là, la police vient ramener l'ordre public. La tranquillité qui est troublée, la quiétude des riverains, la quiétude des voisins qui est troublée, avec vos bruits, avec vos brouhahas, avec votre musique par exemple congolaise ou africaine, et les Blancs vont appeler, n'est-ce pas, la police pour qu'elle vienne rétablir l'ordre public. Et enfin, nous avons la salubrité qui fait partie, n'est-ce pas, de l'ordre public. Qu'est-ce que la salubrité? C'est l'absence des immondices, l'absence des éléments qui peuvent nuire à la santé de la population. C'est ça la salubrité publique. Vous savez, quand par exemple il se déclare des épidémies de choléra par exemple, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est l'État qui met des moyens pour pouvoir combattre cette épidémie ou cette pandémie. Et en ce moment-là, des personnes qui pouvaient aller travailler pour participer au développement du pays ne peuvent plus y aller. Ces personnes sont clouées dans leur lit d'hôpital et ces personnes meurent. On avait par exemple 10 personnes qui pouvaient faire tourner une machine. Maintenant, on a 7 personnes. Les 3 autres personnes sont mortes. Et en ce moment-là, parce qu'il y a eu une maladie qui a perturbé, n'est-ce pas, le cours normal des choses. Et l'État doit veiller à ce que la salubrité publique, que l'on ne puisse pas, par exemple, jeter des immondices comme à Kinshasa, il y a des foules un peu partout. Tous ces foules-là qui attirent des nzinzi, des mouches, ces mouches qui sont vecteurs de maladies, en ce moment-là, on risque de perdre, par exemple, 10 000 personnes. Et quand 10 000 personnes meurent, ou quand 10 000 personnes, ou 100 000 personnes sont atteintes, comme au Japon, vous avez vu que ça dépasse, n'est-ce pas, les capacités d'un hôpital privé, où ça dépasse la capacité des familles qui sont aux abois, et en ce moment-là, ces familles vont regarder l'État, les gouvernants. Alors dans ce cas-là, l'État, quand on parle de l'État au sens large et l'État au sens stricto sensu,
l'autocensure au sens large. Et l'État, c'est quoi? L'État, c'est les gouvernants. Les gouvernants, c'est qui? C'est ceux-là qui sont en train de décider, qui ont une parcelle du pouvoir, qui ont le pouvoir de vouloir pour la communauté. Évidemment, nous parlons des élus, nous avons les ministres, nous avons le président de la République qui décide en lieu et place de la population. Parce qu'une population de 70 millions, 70 millions de personnes ne peut pas se gérer seule. Voilà pourquoi cette population, à travers les élections, du moins si nous sommes dans un État démocratique, lègue son pouvoir à un groupe de gens qui disposent, n'est-ce pas, des pouvoirs, des prérogatives exorbitantes de décider en lieu et place des autres. C'est comme ça que nous voyons dans les hémicycles, dans les parlements, on décide à la place de toute la population congolaise, des 70 millions, au palais du peuple. Ce n'est pas toute la population des 70 millions qui vient décider, mais il y a un groupe de gens. Mais il y a un mode de désignation, les élections. Mais pourvu que ces élections soient aussi libres et transparentes, comme on dit en anglais, free and fair elections. Alors, je n'ai pas terminé. La sécurité, pour essayer d'expliciter les choses, la sécurité relève, n'est-ce pas, de la compétence de l'État, des gouvernants. Et quand il faut être concret au Congo, Joseph Kabila, en tant que président de la République, son gouvernement, le gouvernement de Mouzito et consorts, tous ces gens doivent décider, l'exécutif, le pouvoir exécutif doit exécuter ce qui est conçu par le Parlement. Le Parlement congolais ne peut pas prendre des lois pour qu'on puisse vivre l'insécurité. Parmi les lois qui sont votées par le Parlement, il y a la sécurité. Mais or, le gouvernement qui doit exécuter, qui doit s'exécuter en faisant en sorte qu'il y ait la sécurité, ne le fait pas. Donc, le gouvernement est responsable de toutes ces tueries, de tous ces massacres, de tous ces carnages qui se font au Congo. Par exemple, l'assassinat, le massacre des membres du groupe religieux Bundu Congo. Mais c'est la compétence de l'État qui doit assurer l'ordre public, qui doit assurer la sécurité des personnes, même si les personnes se révoltent. Mais nous sommes en démocratie, il faut les écouter. On aurait pu écouter les membres du Bundu Congo. Le recours à la force n'intervient qu'en dernier lieu. En dernier ressort. Alors, en dernier ressort. Mais alors, maintenant quand l'État se permet de soumettre, ça c'est le point C, je reviens à notre définition du génocide, la soumission intentionnelle d'un groupe de gens à des conditions d'existence devant entraîner leur mort physique totale ou partielle. Mais le gouvernement congolais, qui doit assurer l'ordre public, ne fait rien. Donc, il laisse la population en ce moment-là est soumise à des conditions d'existence qui vont entraîner la population congolaise. Les conditions d'existence actuelles font que cette population meurt. Vous comprenez un peu tout ça? C'est que c'est cette tâche revient au gouvernement. Alors maintenant, les gouvernants, eux, ils commettent l'infraction. C'est-à-dire directement, c'est eux qui n'assurent pas l'ordre public, qui soumettent la population à des conditions d'existence qui vont entraîner leur destruction totale ou partielle, physique bien entendu. Mais quand vous regardez les cimetières au Congo, mais les cimetières, comme on nous dit, les cimetières ils tournent rapidement. Mais dit, c'est quoi? C'est parce que le gouvernement qui n'achète pas de médicaments, qui ne construit pas des hôpitaux, qui ne met pas en place les conditions d'existence acceptables. Et ces conditions d'existence favorisent les décès des milliers de personnes. Et nous, ici en Europe, nous sommes dérangés. À tout moment, on nous appelle Tinamongo, Western Union, Manitrans, ainsi de suite. Voyez-vous, regardez un peu ici en Occident, ces pays qui sont plus ou moins stables avant la guerre en Libye. Est-ce qu'on a vu des Libyens ici en Europe? Faites un peu vos calculations, essayez de vérifier, vous allez remarquer qu'il n'y a presque pas de Libyens. Les réfugiés, la présence des Africains en masse ici reflète, n'est-ce pas, les conditions d'existence dans leur pays d'origine. Parce que si le pays allait très bien, les Congolais n'allaient pas venir en masse en Europe. Je me rappelle encore notre professeur à l'université, quand nous entrâmes à l'université, notre professeur nous disait ceci, il disait que nous, quand nous avions terminé nos thèses de doctorat, on rentrait au pays pour travailler parce que je me disais, qu'est-ce que je vais faire en Europe? Je dois aller servir mon pays. Mais aujourd'hui, nous avons des milliers de docteurs qui terminent, des étudiants qui terminent, ou même pas des milliers, mais des centaines de doctorants
ou des docteurs, après avoir terminé leur doctorat ou leurs études, ils ne rentrent plus au pays. Parce que quel sera le salaire d'un médecin, par exemple, au Congo? Normalement, l'État devait prendre en charge tous ces médecins, mais les gens ont peur du lendemain. Les lendemains ne sont plus assurés. Les lendemains sont incertains. Ce qui suscite la peur dans le chef des Congolais qui terminent et qui ne veulent pas rentrer. Et le nombre des Congolais qui terminent des diplômés dans les universités européennes s'accumule. Et voilà tout ce qui se passe. Le pays perd une crainte intellectuelle importante. Alors, quand vous soumettez la population à des conditions d'existence de ce genre, les gens peuvent rester ici, les gens vont choisir rester ici, demander asile ou épouser une blanche pour avoir des papiers ou faire. D'ailleurs, M. Roger Bongos, vous connaissez au moins tout ce que les gens font ici pour avoir des papiers. Maudit pousse d'une manière ou d'une autre. Mais eux, ils sont auteurs ou co-auteurs, les gouvernants. Mais ceux qui encouragent le gouvernement sont des complices. Parce que la corréité, c'est quoi? C'est la participation ensemble à la commission d'une infraction. Mais ceux qui participent indirectement à la commission de cette infraction de génocide, parce que j'ai démontré ici tout à l'heure que la soumission d'une population à des conditions d'existence devant entraîner leur mort, ainsi de suite. Donc vous comprenez que ça, c'est la commission directe. Mais indirectement, quand vous soutenez le président, mais vous êtes complice. Alors, par déclinaison, quel genre de... Par voie de conséquences. Alors, il n'y a même pas de déclinaison. Par voie de conséquences, Ngiama Makanda Werason et tous ces musiciens qui chantent pour la gloire de cet homme qui favorise la soumission de la population congolaise à des conditions d'existence qui entraînent les mbc, les cimetières sont remplis rapidement. Donc toutes ces personnes-là qui soutiennent sont des complices. Parce que la complicité, c'est quoi? C'est la participation indirecte. Mais indirectement, vous voulez que ce président-là reste au pouvoir, vous battez campagne pour lui. Mais alors, Roger Bongo, je vais vous dire une chose. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Hitler est entré ici, mais Hitler, il y a certaines personnes qui se sont ralliées à Hitler simplement par peur d'être tués. Mais nous n'avons que faire de votre peur. Si vous voulez, vous n'avez qu'à fuir, venir demander asile, ou bon, même si l'exil est difficile, mais vous devez chercher une autre formule, ou vous taire, abandonner de la musique. Mais si vous continuez à jouer de la musique, et que vous utilisez cette musique-là pour encourager le raïs, votre raïs, ou votre président, qui est à la base de plusieurs infractions, qui est à la base de la commission, qui est co-auteur de la commission du génocide. Donc vous aussi, vous êtes complice du génocide. Alors vous, Ngiama Makanda Werason, vous devez savoir que vous êtes complice du génocide. Donc vous êtes aussi génocidaire par ricochet. Et tous ces autres musiciens, si vous ne le saviez pas, aujourd'hui vous le savez. Aujourd'hui, le 23 avril 2011, par la voix de Alongo, vous savez que vous êtes des complices. Et il suffit seulement, vous pouvez même consulter vos avocats ou certaines personnes qui connaissent très bien le statut de Rome du 17 juillet 1998 ou 98 comme nous sommes en Belgique. On vous dira cela. Donc, vous participez à la commission de cette infraction de génocide ou de crime contre l'humanité. Parce que, Roger Bongos, nous devons essayer de clarifier les choses. L'assassinat d'Armand Tougoulou n'est que le maillon d'une longue chaîne qui constitue le génocide. Le génocide, comme on l'a défini, il ne suffit pas simplement, quand on parle du génocide, il ne faut pas qu'absolument les personnes meurent. Hein. Parce que quand on dit la soumission d'une population à des conditions d'existence devant entraîner leur mort, et il y a aussi ce qui c'est après cela, nous avons aussi, quand vous empêchez les naissances d'un membre d'un groupe, ou par exemple les naissances au sein des familles juives, donc vous faites aussi le génocide. C'est l'un des actes. En fait, le transfert forcé des enfants d'un groupe à un autre, c'est aussi, ça fait partie des actes du génocide. Alors, revenons au point C, quand on soumet une population. Mais vous aussi, vous participez à ça. Vous voulez que cette population puisse continuer à être soumise à ces conditions d'existence-là parce que
Vous voulez que le président reste au pouvoir, ce président sanguinaire. Alors, je reviens à l'assassinat d'Armand Touroulou. L'article 7, 2, E du statut de Rome nous parle de la torture. La torture fait partie du crime contre l'humanité. On a vu les images qui ont été diffusées à travers le site d'Apareco. Des images choquantes. Hein? Des images effarantes. D'une atrocité absolue. D'une atrocité qui n'a pas de nom. Ils ont été publiés dans le but de frayer. Maintenant, évidemment, ils l'ont fait pour nous intimider. Mais nous, à Longo, par exemple, je n'ai peur de rien. Nous nous préparons aussi. Par voie de conséquence, nous devons user. Nous sommes même prêts à user notre droit de légitime défense. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ces gens veulent s'en prendre à nous physiquement, nous sommes aussi prêts à en découdre, nous sommes aussi prêts à réagir avec la plus dernière énergie parce que la loi l'autorise, la légitime défense. Mais quand vous voyez même dans la Charte des Nations Unies, l'article 51 de la Charte des Nations Unies parle de la légitime défense. Nous avons la légitime défense collective et individuelle. Mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais l'assassinat d'Armand Touroulou fait partie du crime contre l'humanité, par torture. On entend ceci, le fait d'infliger, je ne vais pas reprendre les termes in extenso, mais d'infliger des douleurs atroces physiques et morales, de manière intentionnelle à une personne. On ne parle pas de 1000 personnes, 10 personnes, mais on dit à une personne qui est sous sa garde ou sous son contrôle. Or, après avoir appréhendé Armand Touroulou, il était sous leur contrôle. Et on a vu les traces à travers les images de la torture. Donc vous devez savoir que si le gouvernement congolais ne fait rien, et alors que le gouvernement avait la possibilité d'empêcher ça, surtout qu'il était entre les bonnes mains de la garde présidentielle, le président était au courant à la minute de ce qui devait se passer, et il n'a rien fait. Donc, il y a crime contre l'humanité, il doit répondre de ça. D'abord, il était appréhendé par des éléments militaires de la garde présidentielle d'Hippolyte Kananembe, alias Joseph Kabila. Il était amené, on l'a amené en outre, Manu Militari, au camp Tchad, qui était un camp militaire. Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que quand une infraction est commise dans un domaine militaire, c'est l'auditorat militaire qui sera compétent. Ce n'est pas une juridiction civile, c'est la justice militaire. Et surtout que les éléments militaires qui avaient appréhendé Armand Touroulou, qui l'ont amené là-bas, c'est eux qui l'avaient appréhendé. On doit interpeller ces gens. En outre, quand on a reçu Armand Touroulou, on suppose, au camp Tchatch, mais il a été verbalisé, il a été auditionné sous PV par des militaires. Mais ces militaires-là doivent répondre, doivent nous expliquer comment il est décédé. Mais alors, comme il est décédé, l'infraction n'existe pas parce qu'il y a extinction de l'action publique parce qu'il est décédé. En ce moment-là, même s'il avait commis une infraction, et où on doit aussi préciser que Armand Touroulou s'était retrouvé dans une infraction quand il a jeté la pierre sur le commandant suprême des forces armées, un élément militaire, parce que Joseph Kabila se dit général. Le chef des armées. Il est commandant suprême des forces armées. Voilà. Par voie de conséquence, c'est une infraction qui relevait exclusivement de la compétence de la justice militaire. Mais curieusement, nous avons appris que le procureur général de la République a annoncé sa mort le 2 octobre 2010. Mais comment expliquer cela? Nous ne sommes pas de petits-enfants. Seulement, ce qui est vrai, c'est que le président actuel de la République démocratique du Congo doit répondre de ces faits-là. Il est responsable de la mort d'Armand Touroulou. Il est responsable de la commission du crime contre l'humanité sur la personne d'Armand Touroulou. Donc, comme le crime contre l'humanité, 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 le crime contre l'humanité relève de la compétence de la Cour pénale internationale. Donc, même si le juge belge a dit que je ne suis pas compétent pour pouvoir juger de cette affaire, les juges, la Belgique qui a signé et ratifié
le statut de Rome. Le Congo qui a signé et ratifié le statut de Rome. L'article 27, défaut de pertinence de la qualité officielle. C'est avec ce rigorisme-là que la Belgique a appréhendé, a arrêté le sénateur Jean-Pierre Bemba, qui avait ses immunités de sénateur, bien entendu, mais on l'a déféré, on l'a appréhendé, on l'a déféré à la Cour pénale internationale. Mais le juge belge doit aussi déférer les Congolais, du moins à travers une condamnation, à travers les mécanismes de droit judiciaire. Il doit déférer Joseph Kabila et consort, le ministre de la Justice, le général, le chef d'état-major général, le chef d'état-major général, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice, ou le chef d'état-major de sa garde présidentielle. Et même, je précise que John Numbi, qui avait participé à l'assassinat, qui est soupçonné, parce qu'il n'est pas encore condamné, il doit aussi être déféré. On a vu Thomas Lubanga, qui était envoyé à la Cour pénale internationale, il a été libéré. Alors lui aussi, il doit aller à la Cour pénale internationale. C'est la Cour pénale internationale qui va décider, qui va après enquête vérifier si effectivement il avait tué Tchébéa, oui ou non. Ce n'est pas une parodie. Nous n'allons pas nous en tenir à la parodie judiciaire qui est organisée au Congo par la justice militaire. Mais puisque les éléments militaires étaient impliqués dans l'assassinat de Tchébéa, on a vu la justice militaire prendre le dossier à bras le corps, c'est la justice militaire qui s'occupait du dossier. Mais pourquoi dans le cas d'Armand Toumoulou, le dossier ne doit pas aller à la justice militaire? Donc ça c'est pratiquement des moyens retors qui sont en train de chercher pour nous flouer, pour nous distraire. Donc, le président de la République, commandant suprême des forces armées, général, militaire, doit répondre de ses actes devant la cour d'ordre militaire. Mais est-ce que cet auditorat, cette justice militaire va vraiment arrêter Joseph Kabila? Puisqu'il instrumentalise même la justice. La justice est à sa solde. La seule justice qui peut au moins juger et condamner Joseph Kabila, c'est la Cour pénale internationale. L'article 27 ne tiendra même pas compte de ses immunités en tant que président de la République. Nous l'avons vu. Le président Omar El-Béchir du Soudan est sous le coup d'un mandat d'arrêt international qui ne le sait pas. Donc, les qualités de chef de l'État, de sénateur, ainsi de suite, ne comptent pas. Alors, puisque le Congo, la République démocratique du Congo est venue dans l'affaire Armand Toumoulou, devant le juge belge, devant la justice belge, la République démocratique du Congo a par voie de conséquence renoncé à ses immunités. Le Congo ne peut plus dire que non, nous avons des immunités. Non, non, pas du tout. Les immunités d'État ne jouent pas. Et d'ailleurs, les immunités d'État jouent quand il s'agit de l'exercice de la puissance publique. Nous sommes ici dans une affaire privée, dans le reste, dans une chose qui est le corps d'Armand Toumoulou, qui n'est plus un être humain parce qu'il est décédé. Le corps, même vous, même moi, si je décède, mon corps devient une chose qui appartient à ma famille. On l'a vu au tribunal d'ailleurs, ça a été bien expliqué par le procureur, procureur du roi d'ailleurs. Hein? Oui. Souvenez-vous d'ailleurs. Oui. Hein? Alors maintenant, qu'est-ce que... On ne peut même pas évoquer la souveraineté de l'État parce que nous avons Mario Bettati, je l'ai dit, Bernard Kouchner, au cours d'un colloque en vers les années 86 ou 87, ils ont évoqué ça, la souveraineté. Mais non, il ne faut pas qu'on puisse se cacher derrière la souveraineté pour commettre des actes atroces ou pour commettre des crimes. Et d'ailleurs, il faut qu'on sache que ces crimes sont imprescriptibles, qui relèvent, n'est-ce pas, du ius cogens. Le ius cogens, c'est quoi? C'est l'ensemble de règles imprescriptibles et impersonnelles qui s'imposent à tous les États. On dit que le Rwanda n'a pas signé le statut ou ratifié le statut de Rome. Oui, mais le Rwanda est concerné par le ius cogens. Tous ces autres États-là qui se disent que nous ne sommes pas concernés par la Cour pénale internationale parce que nous n'avons pas signé ni ratifié le statut de Rome, mais vous êtes concernés par le ius cogens. Et puis, vous êtes aussi concernés
par la charte des Nations Unies. Vous êtes membre des Nations Unies. Et quand vous voyez, je pense que l'article 10 du statut de Rome dit qu'on ne remet pas en question les instruments juridiques. Donc le statut de Rome tient compte aussi d'autres instruments juridiques internationaux. Donc voilà, c'est un peu ça. Il y a, alors, il a dit quelque chose de bien, c'était assez édifiant. Alors, je demanderai de faire une conclusion par rapport aux musiciens. On doit partir dans 2 minutes. Dites-moi, que risquent-ils ces musiciens? Ces musiciens sont ceux qui continueront à soutenir le Raïs, sont des collabos, au même titre que Léon Degrelle ici en Belgique pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale sous Hitler, ou Vichy, ou le maréchal Pétain. Tous les collabos ont subi le sort des Allemands ou des Hitlériens. Ils ne doivent pas se dédouaner, dire que non, parce que j'avais peur du régime, de peur que je ne meure. Non, pas du tout. Ils sont collabos et ils doivent être poursuivis. Tous ces musiciens qui soutiennent, qui chantent pour la gloire de Kabila, ou qui sont des leaders d'opinion, qui en principe, tel que les choses se passent aujourd'hui, la population souffre, la population vit dans une misère noire. Mais ces musiciens-là devaient faire quelque chose pour libérer le peuple, pour que le peuple puisse se soulever. Si Ouellasson descend, JB et autres, tout, Fali, ils descendent dans les rues de Kinshasa, nous aurons au moins 5 millions de personnes. Direction palais présidentiel, direction la radio-télévision nationale congolaise, direction le palais de Mab, direction l'aéroport. Ils vont occuper, investir tous les bâtiments qui représentent les bâtiments des institutions étatiques et le système Joseph Kabila va dégager. Voilà, merci infiniment, merci cher ami, nous sommes à Bruxelles, nous sommes le 23, bien sûr, avril 2011, 2024, avril, monsieur Etienne Tshisekedi va dire un mot à la nation, et je pense que le mot d'ordre serré ou sera Kabila dégage. Kabila, non seulement Kabila, et le système Kabila. Kabila et son système dégagé. Merci infiniment. Et nous avons organisé la marche d'aujourd'hui, nous avons participé à la marche pour que c'est un coup d'envoi de la révolution congolaise qui est déjà déclenchée à partir d'ici. Nous avons, comme on dit en anglais, we did kickstart. Nous avons démarré la clé. Nous avons introduit la clé de contact et on dans démarre le démarreur. Voilà. On a démarré la voiture aujourd'hui. Mais la voiture de la révolution congolaise va commencer à marcher demain. Que le peuple puisse descendre dans les rues. Merci. Et que les militaires ne puissent pas tirer sur la population. Ce sont vos frères. Ils vivent les mêmes conditions que vous. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous devez les tuer. Merci infiniment. Merci.